Il est des entreprises discrètes dans leur activité, parce que ce n'est pas une activité grand public, et très originales dans leur démarche innovante. On va le constater avec BVS, ici à Sablé, ou plus précisément à Solesmes, puisqu'on est effectivement dans la zone industrielle de Solesmes, avec Olivier Thomas, son propriétaire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le 3e propriétaire seulement de cette entreprise, pourtant créée il y a plus de 90 ans. Ça a toujours été une entreprise qui est restée très familiale avant que j'intervienne en 2012. C'était très ancré dans Sablé depuis toujours par 2 familles et je suis devenu le 3e propriétaire de cette entreprise. Alors ici, justement, juste après votre arrivée, vous avez fait une grande fête pour les 90 ans et à l'occasion de cette grande fête est né ce monument, ce boulon. Eh bien, c'était l'occasion, puisque une entreprise qui dure depuis 90 ans, c'est pas commun, surtout en ce moment dans le marasme des entreprises industrielles françaises et qui tiennent quand même très bien la barre. Et on a eu l'idée, j'ai eu l'idée, comme j'avais une activité dans l'art, de demander à un artiste contemporain qui s'appelle Philippe Perrin de créer une pièce un peu forte, un peu symbolique, qu'on pouvait mettre devant l'usine et qui serait un peu notre nouvelle image. Mais c'est pas le seul artiste que vous avez convoqué pour ces 90 ans. Non, on a eu aussi la chance de pouvoir demander à Ben de créer une série de tableaux qui, avec son détournement des mots, avait un sens par rapport au vice. On va découvrir tout au cours de l'émission. Et aussi à Cerise Doussade qui a créé des natures mortes mais très vivantes, puisque ce sont les ouvriers qui se sont mis en scène devant des tableaux qu'elle a créés avec les vis, en utilisant les vis comme décor. Alors vous investissez comme ça dans des entreprises très diverses. Vous êtes aujourd'hui actionnaire de start-up. J'ai une start-up principale qui s'appelle Zenly, qui est en train de devenir mondiale, j'espère en tout cas, qui a une actualité récente un peu fournie sur la géolocalisation. Et j'ai aussi des actions dans Widget, qui vient de racheter une autre compagnie anglaise, qui va devenir la première compagnie européenne de taxi-jet. Et quelques autres. J'avais aussi investi dans Toc Toc Toc, qui faisait le service à domicile de repas, mais on vient de revendre à un groupe suédois. Et puis également une maison de vente à Deauville qui s'appelle Tradart, et puis une marque de vêtements dans le Marais qui s'appelle CLV2. Alors ici on est donc, je disais, à Sablé, chez BVS, dans un groupe qui s'appelle BVS Group, et là c'est la tête de pont. Exactement, c'est la tête de pont de tout le groupe industriel, puisque c'est là où il y a le plus d'employés, et qui est en plus la plus ancienne, puisqu'elle a 90 ans. Et avec donc nos filiales sont à Collégien, en région parisienne, pour SAMD, qui fabrique des petites pièces pour l'aéronautique, à Bitche en Moselle, qui fait un peu la même activité que Sablé pour l'automobile, aussi l'agricole et aussi un peu le luxe, et à Romorantin pour la petite mécanique de précision. Une centaine de collaborateurs dans 4 sites, 13 millions de chiffres d'affaires. On va aller rencontrer le président. Ici, il y a un hippodrome. Vous êtes aussi un passionné de cheval, je crois. J'aime beaucoup. J'ai quelques trotteurs de qualité et galopeurs, et BVS a sponsorisé les courses de Sablé 2 années de suite pour le Grand Prix de Sablé cette année. Et ça fait plaisir au personnel de l'usine d'aller voir les courses, puisqu'il y a un hippodrome qui est très sympathique. Voilà, Jean-Paul Mazoyer, on va le retrouver justement avec le trophée qui a été créé pour cette course. Merci monsieur Thomas. Bonjour Monsieur Mazoyer, merci de nous accueillir à Sablé. Bienvenue chez BVS. Alors BVS à Sablé, c'est quoi? BVS à Sablé, c'est BVS depuis 1923. Donc, et c'est toujours dans le même métier qui est la frappe à froid. C'est-à-dire qu'on part de fil et on déforme ce fil pour en faire des vis à l'origine. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, on tend vers des systèmes de fixation qui font que ce sont des systèmes plus complexes. Dans quel domaine? Alors, dans les domaines automobiles, agricoles, ferroviaires et industries diverses. Je me souviens que vous m'aviez dit qu'on faisait notamment des vis ou des boulons pour les charrues, et ça servait de fusible. Voilà, alors ça c'est l'origine de BVS, et c'est toujours un produit que l'on fabrique, c'est le boulon de charrue qui sert de fusible. Lorsque le soc de la charrue heurte un objet dans le champ, ça permet au soc de se séparer de la charrue, de ne pas casser le soc. Et ça, on n'est que 2 producteurs en Europe à faire ce type de produit. Bon, il n'est pas là-dedans le boulon de charrue, par contre il y a plein de petites vis là. Il y en a quelques-uns, voilà, c'est ça. Bon, montrez-nous, alors on voit qu'il y a une diversité, combien de références? Aujourd'hui, on a 1500 références en magasin, et on produit 800 références différentes par an.
Exemple. Alors, donc, là, je prends un exemple au hasard. Hein. C'est une vis, un axe. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec une vis classique, hein, puisque il y a à la fois des rainures, du filetage partiel et des dimensions qui sont très contraignantes en termes de réalisation, hein, puisque ce sont des pièces qui vont dans l'industrie automobile et nous devons respecter certains critères importants, notamment pour les pièces de sécurité. Et alors d'autres types de produits de systèmes de fixation, aujourd'hui on fait des pièces qui ne ressemblent plus à des vis. Donc je prends celle-là, voilà, qui est un pion de centrage qui sert à guider les colonnes de direction, ou alors les pièces creuses qui, vous voyez, ça ne ressemble plus du tout à un boulon ou à une vis telle qu'on peut l'imaginer. Bon, ça suppose évidemment une précision, j'allais dire diabolique, pour des raisons de sécurité. Ah oui, parce qu'on fait beaucoup de pièces de sécurité pour l'automobile, et donc nos clients qui sont des grands équipementiers automobiles nous imposent des critères de sécurité qu'on verra comment ils sont respectés tout au long de la visite. Alors voyons les vis dans leur environnement maintenant. Alors, donc, diversité de marché, diversité de produits. Donc aujourd'hui, ça c'est une vis qui va dans des collecteurs électriques pour les lignes à haute tension. Nous avons d'autres vis, d'autres pièces plutôt, parce que là ce ne sont pas des vis creuses, qui font des supports de pédaliers pour des véhicules européens. Nous avons des vis là, qui font des supports pour les embrayages. Alors tout ça, vous pouvez les fabriquer parce que, évidemment, vous avez un bureau d'études qui les conçoit. Alors tout notre développement repose sur le bureau d'études, hein, puisque aujourd'hui nous travaillons en co-engineering avec nos clients, c'est-à-dire que les clients nous font part d'un besoin et notre bureau d'études développe la pièce qui correspond aux besoins du client. Merci Monsieur Mazoyer. Je vais traverser l'accueil et les secrétariats et on va au bureau d'études. Justement, maintenant. Nous y voici dans le bureau d'études, 2 personnes, dont Michel Traîneau. Bonjour. Bonjour. Michel Traîneau, dites-nous juste un mot sur la frappe à froid. C'est quoi le concurrent de la frappe à froid ? Le concurrent de la frappe à froid, c'est l'usinage. Et quel est l'avantage de l'un par rapport à l'autre ? Alors la frappe à froid est beaucoup plus compétitive parce qu'on arrive à produire des pièces beaucoup plus rapidement, entre 100 et 300 pièces minute, des cadences qu'on ne peut pas tenir en usinage. Et aussi c'est un avantage au niveau mécanique puisqu'on ne casse pas la fibre contrairement à l'usinage. Bon, alors vous ici, ce que vous faites au bureau d'études, c'est que vous concevez les outillages qui vont permettre de fabriquer donc les vis, les boulons, etc., dont ont besoin vos clients. Tout à fait. Donc, une fois qu'on a le produit est défini, on fait toute la conception des outillages sur notre logiciel 3D SolidWorks. Et à partir de là, une fois que l'outillage est conçu, on l'amène à la machine pour pouvoir produire nos vis. Bon, après toute une série d'étapes évidemment où il a fallu valider pas mal de choses, j'imagine. Il y a des nouveaux matériaux, on le sait bien, dans l'industrie. Est-ce que ça change quelque chose pour vous ? Oui, on est amené de plus en plus à faire de la co-conception avec nos clients pour pouvoir répondre à leur cahier des charges. Et bien sûr, les pièces assemblées sont de plus en plus complexes. Concrètement, ça veut dire quoi, par exemple, un projet sur lequel vous êtes en ce moment ? Oui, actuellement, on est sur un projet d'un nouveau pédalier pour le monde automobile sur lequel, effectivement, on est en train de faire un développement en co-conception qui paraît très intéressant. Autour d'une pièce particulièrement complexe ? Tout à fait. Bien complexe l'organisation d'une usine comme celle-là. C'est ce qu'on va découvrir maintenant dans un bureau un petit peu plus loin avant d'aller découvrir la vraie fabrication de ces vis. Allez, je vous propose d'aller à la rencontre de Serge Cartier maintenant. Bonjour Monsieur Cartier. Bonjour monsieur. Je vais vous appeler Monsieur Lean, L-E-A-N. C'est le nom d'une méthode que vous avez mis en place. Effectivement, c'est une méthode issue de Toyota qui vise la réduction des gaspillages. Et en fait, on a pris en compte cette méthode depuis la crise de 2008 où brutalement les commandes ont cessé de venir. Et notre direction à l'époque a décidé de former l'ensemble du personnel à cette méthode pour réduire ces fameux gaspillages. Le gaspillage, il y en a partout dans une usine, évidemment, dès l'entrée des matières, j'allais dire. Dès qu'on s'intéresse à cette méthode, on voit l'entreprise sous un autre angle et ça devient intéressant de creuser le sujet. Par exemple ? Par exemple, les matières premières, on a à peu près, nous, 650 tonnes d'entreposés et on s'est aperçu que 130 tonnes étaient entreposées depuis plus de 2 ans. Ça voulait dire que, eh bien, il y a un intérêt à regarder cette matière
pour réduire cette valeur immobilisée. C'est dans tous les recoins de l'usine qu'on essaye de trouver justement un peu de gain. Et en l'occurrence, vous le faites aussi dans la manière d'organiser l'environnement du personnel. Et c'est ce qu'on va découvrir maintenant sur un îlot. Oui, on a constitué sous cette méthode un îlot, c'est-à-dire on a mis en ligne plusieurs types de machines, alors que traditionnellement, eh bien, on fonctionne par atelier. On a un atelier frappe, un atelier filetage. Et alors, alors là, tout est autour d'un même point, quoi. Exactement. On a groupé plusieurs machines de façon à ce que l'opérateur puisse avoir tout autour de lui, eh bien, toutes ces machines. Et, alors, par exemple, c'est quoi ici? Alors ici, on a la machine de frappe, c'est-à-dire l'élaboration du produit. Ensuite, on a un système de lavage. Puis, une notification pour réaliser le contrôle et juger la conformité du produit. Si le produit est conforme, il continue sa course vers cette autre machine qui est destinée à la réalisation du filetage. Nouveau lavage ensuite, et le produit est ensuite déposé dans un bac qui va directement en conditionnement. Donc le gain de temps est énorme. Il est énorme. On a mesuré sur la façon traditionnelle, eh bien, il y avait un défilement de 10 jours. Et avec cette méthode, en une journée, on peut rendre le produit vers le conditionnement. Et c'est vraiment un gain. Alors Bruno Leplay, ça a changé votre vie, ça, alors, j'imagine? Un petit peu, ouais. Ouais. C'est plus facile aujourd'hui ou pas? C'est plus facile, c'est moins de manutention à faire. Plus agréable? Voilà. Vous avez suivi une formation pour ça? Oui. Parce qu'au départ, j'étais coopérateur rouleur et je ne connaissais pas au niveau de la frappe à froid. Donc j'ai appris et j'ai été formé sur la frappe à froid pour pouvoir faire l'île. Bon, et ça vous plaît? Très bien. Bon. Et c'est plus enrichissant, évidemment, j'imagine. Compétence. Et oui, comme vous dites, ça augmente la compétence. Bien, on va aller découvrir la même chose, mais alors là, dans des ateliers différents, un peu plus loin. Je suis maintenant avec Didier Chen au pied d'une énorme machine Netschröff. Magnifique cette machine. Exactement, oui, c'est une très grosse machine qui nous permet de faire des pièces assez compliquées. Alors que vous avez commencé par des choses simples. Oui, exactement. Voilà, une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, on faisait des pièces tout à fait simples. Et est arrivée cette machine qui nous a permis de faire des pièces beaucoup plus compliquées sur 5 postes en frappe à froid. Nous faisons par exemple ici cette pièce-là et maintenant on fait des pièces creuses. Voilà, et même des pièces creuses avec un molletage, ce qui est très compliqué à faire. Oui, c'est assez sophistiqué. Bon, ça suppose qu'il faut se former régulièrement, j'imagine. Oui. Il faut toujours se former, c'est une formation perpétuelle. Et chaque nouveau produit est une nouvelle formation. Carrément. Bon, allez, maintenant on va aller voir concrètement comment on fait cette frappe à froid. Alors, pour fabriquer une vis, ça démarre d'une simple bobine de fil. Alors, c'est pas n'importe quel fil, bobine de fil qui est ensuite entraînée dans une énorme machine comme celle de tout à l'heure, commandée par Serge Aubras. Ah, bonjour Serge Aubras. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Là, je contrôle ma longueur avec l'appareil de contrôle. C'est un contrôle de qualité, quoi. Contrôle de qualité, quoi. Je fais contrôle de qualité parce que ces pièces sont reprises tout de suite après. Oui. Alors, les pièces qui sont faites ici sont des pièces essentiellement pour l'automobile? Que pour les automobiles, quoi. Ouais. Combien de frappes différentes à l'intérieur de la machine? Il y a 5 postes, quoi. Là, on travaille sur 4 postes, quoi. Bon. C'est un petit poste. On voit que c'est une machine à commande numérique. Vous êtes l'un des plus anciens employés ici depuis combien de temps? 34 ans, quoi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez suivi l'évolution? J'ai suivi l'évolution, la qualité et tout, donc... Et donc vous avez suivi des formations alors? Ouais, suivi des formations, oui. J'imagine. Bon, ça a l'air de toujours autant vous plaît? Oui. Bon. On découvre la pièce une fois terminée. C'est là? Oui, voilà. Voilà la pièce finie, quoi, pour la frappe. Et puis c'est repris après au tout après. Donc c'est la pièce pour l'automobile et ça va reprendre. Alors rassurez-vous, elle n'est pas tout à fait terminée. Il y a encore des opérations de finition, etc. On va découvrir ça maintenant. Merci Serge. Je vous propose de découvrir la reprise maintenant avec Fabrice. Bonjour. Bonjour. Alors avant la reprise, normalement il aurait dû y avoir le roulage, non? Sur certaines pièces, on utilise des peignes pour faire un roulage, pour mettre des écrous tout simplement, un système de filetage. Voilà. Mais là, il n'y a pas besoin. Alors c'est quoi une reprise? Alors une reprise, ça consiste à faire une gorge et un appointage. Alors l'appointage, c'est faire la pointe, et la gorge, c'est le petit trou qui est juste à côté. C'est ce qui se passe dans la machine là. Quelles sont les étapes? Alors quand nos pièces arrivent de la frappe, nous les passons dans une trémie. Ensuite avec une rampe, on va les monter jusqu'au bol vibrant.
et après nous allons les travailler avec un système de cam qui va faire de la reproduction sur chaque pièce. Et alors combien vous sortez de pièces par jour avec une machine comme ça? Donc par équipe, nous faisons 7500 par jour. 7500, c'est pas mal. Tout ça pour ensuite équiper une voiture? Voilà, donc ça sert à mettre sur des charnières qui vont équiper tout ce qui est voiture Peugeot. Les charnières de porte. Les charnières de porte, tout à fait. Très bien. Merci beaucoup Fabrice. On va découvrir maintenant une autre étape qui s'appelle le tri. Alors, que devient la pièce après qu'elle soit terminée? Il faut l'envoyer évidemment. Bonjour Céline Godard. Bonjour. Avant d'envoyer la pièce, pour certaines d'entre elles en tout cas, on va les trier. On les trie, oui. C'est pour sécuriser nos envois de pièces. Donc on a différents types de tri, les diamètres, les longueurs, les présences de gorge, de filetage. Ça c'est important dans l'automobile, je crois, le tri. Dans l'automobile, oui, parce que maintenant nos pièces sont assemblées dans le secteur automobile et ces pièces sont assemblées par des robots. Donc si on a une pièce étrangère ou une pièce qui n'est pas conforme, le robot s'arrête toute la chaîne. Carrément, bah oui, il y a intérêt à ne pas faire d'erreur alors. Et pour ce faire, il y a plusieurs types de machines? Oui, on a donc différents types de machines. On a des machines à une caméra qui trient le diamètre, la longueur. Et après, on a différentes machines qui ont 2 caméras pour trier les pièces un peu plus complexes où on doit contrôler plusieurs défauts. Et on a aussi une machine qui trie le courant de Foucault. Donc ce courant de Foucault sert à contrôler si la pièce est bien traitée thermiquement chez nous pour la résistance. C'est archi sophistiqué comme vous pouvez le constater. Puis vous voyez qu'en sortie ça donne du on-off. Et d'ailleurs c'est mis en paquet directement. Alors il y a d'autres comment dirais-je, de machines d'emballage derrière nous? Oui, on vient d'investir cette année, en début d'année, sur une nouvelle ligne de conditionnement qui est équipée d'un robot qui permet de palettiser directement les pièces conditionnées, ce qui évite la pénibilité du travail et la productivité est plus importante. Et plus de confort surtout. Plus de confort parce qu'avant, les opérateurs devaient eux-mêmes porter les boîtes pour mettre sur la palette et certaines boîtes représentaient 10 kilos, donc à la fin de la journée ça faisait quelques kilos dans les bras. Des opérateurs qui sont quelquefois des opératrices, il faut le préciser. Bon, merci de toutes les explications, c'est incroyable ce qu'il faut faire autour d'une vis. Merci Céline. Merci. On va plus loin. Voyons si Céline a dit juste. Bonjour Claudine. Bonjour. C'est vous qui travaillez ici, Oui. Au conditionnement? Oui. Et ça fait combien de temps? 37 ans. Waouh, les choses ont dû sacrément évoluer. Oui, les conditions de travail ont évolué. Depuis qu'on a reçu le robot au mois de mai, là, il y a moins de pénibilité au travail, plus de production. Franchement, ça nous a changé la vie, le robot. Bon, vous vous éclatez alors? Ah, maintenant, oui. On peut dire ça comme ça. Allez. Allez, voilà. Merci, c'est tout ce qu'on voulait savoir. Pas mal, non? On va sortir de l'atelier maintenant, puisque c'est la fin du process de fabrication, à la rencontre d'un monsieur qui s'appelle Christian Cimier. Bonjour monsieur Cimier. Bonjour. Et vous êtes dans un bureau pour le contrôle qualité. C'est cela, donc je suis responsable qualité chez BVS depuis plus de 20 ans et effectivement donc on garantit la qualité de nos produits à l'ensemble de nos clients. Voilà, alors tous les produits ou certains plus que d'autres? On garantit tous les produits mais on contrôle principalement donc les produits automobiles. Donc je me propose de faire une démonstration. C'est une excellente idée, notamment sur la pièce qu'on a découvert en fabrication. Voilà, c'est ça, c'est un axe 667 cannelé. Donc là on vérifie la netteté et le positionnement de l'axe et on vient vérifier donc le positionnement de la gorge ici. Et on voit que ce sont les bonnes dimensions qui sont interprétées. Donc, sur l'ensemble des 40 mesures, on a aussi des mesures de dureté qui sont réalisées au retour du traitement thermique sur cette même axe. Et puis il y a d'autres machines encore évidemment pour que tout ça ce soit parfait, parce que qu'est-ce qui va se passer maintenant, merci monsieur Cimier, c'est qu'on va commercialiser, on va découvrir ça tout de suite. Le voici le service commercial. Bonjour madame. Madame Garot, bonjour. Oui, c'est moi, bonjour monsieur. Alors, vous êtes la responsable de ce service. Vous occupez de quelle clientèle particulièrement? Alors, je m'occupe plus particulièrement des clients des secteurs industrie et agricole. Il y en a partout, il y en a en France et il y en a à l'étranger? En France, à l'étranger, voilà, on livre dans le monde entier, jusqu'en Chine. Et on livre aussi beaucoup, donc évidemment en France, mais beaucoup en Europe et notamment beaucoup en Allemagne. Qu'est-ce qui fait votre force? Notre force, c'est notamment le fait d'être le seul fabricant en France de boulons de charrue.
Et puis, on développe des nouveaux modèles, notamment le clou podotactile, par exemple. C'est quoi ça? Le clou podotactile, eh bien, un petit exemple, là, vous voyez, c'est des petites têtes comme ça qui ressortent du sol pour avertir les handicapés ou malvoyants d'un danger. On trouve ça dans les gares, par exemple? Par exemple, dans les gares, tout à fait. En effet. Bon, je crois que vous êtes assez fiers d'une belle commande qui vient de tomber, là? Oui, cette année, on a un très gros marché de vis à sertir, plusieurs millions. Plusieurs millions de pièces? Oui. Donc, voilà, on est en plein développement. Félicitations. Il va falloir mettre tout ça en place. L'informatique est très utile pour ça. On va voir ça tout de suite. Allez, avec Laurent Lullet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable des systèmes d'information, l'informatique, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un peu plus évolué. C'est-à-dire les utilisateurs, on va les dépanner au niveau de l'utilisation des logiciels de l'entreprise, mais aussi au niveau des outils de travaux qui sont les PC sur leur poste de travail. Alors, vous êtes aujourd'hui une ERP. Alors, un ERP, c'est un outil transversal dans l'entreprise qui veut dire entreprise ressources planning. C'est-à-dire qu'à partir des commandes clients, on est capable de faire des réapprovisionnements en matières premières. En automatique. Bon, et puis alors par ailleurs, je sais que vous avez un seul réseau pour l'ensemble de l'usine, donc ça veut dire que par exemple aujourd'hui vous pouvez travailler et voir les statistiques des machines-outils partout présentes? Alors tout à fait. Alors, les nouvelles machines que nous achetons ont de l'informatique embarquée et nous, on est capable de retenir des statistiques qui sont issues des machines au niveau production, au niveau des arrêts aussi. Oui, évidemment, ça peut être utile pour la productivité, par exemple. Tout à fait. On s'améliore quotidiennement, en continu, et donc on analyse les statistiques qu'on récupère. Restons sur l'informatique, politique zéro papier. Zéro papier, oui, avec l'investissement un autre outil, la GED, gestion électronique de données, qui va dématérialiser les papiers. Bon, puis anecdotiquement peut-être, votre dernier investissement, c'est un tableau blanc interactif. Tout nouvel achat, oui, tout à fait, qui est un tableau tactile qui permet de faciliter les réunions et aussi la collaboration au sein de l'entreprise. Et puis la formation, par exemple. Bon, justement, on va en parler maintenant, puisqu'on va parler ressources humaines. Parlons hommes, hommes et femmes d'ailleurs, en l'occurrence dans cette entreprise. Stéphane Pouchot, bonjour. Bonjour. Il y a beaucoup de femmes ici ou pas? Un bon tiers, oui, du personnel. C'est pas mal. Entreprise de 90 ans, ambiance hyper sympa. Comment vous faites? On essaie de préserver le bien-être. Comment en fonctionnant en bonne intelligence, en étant dans un schéma d'écoute mutuelle. On tente aussi à responsabiliser les gens, faire qu'ils soient autonomes sur leur poste de travail. On fait monter en compétence les gens. On va plutôt chercher une compétence interne qu'un recrutement externe. Et puis on met en avant la polyvalence. On souhaite que nos opérateurs soient en capacité, ou les gens ici soient en capacité de passer d'un poste à l'autre. Alors moi j'étais très surpris de constater qu'ils participer à des formations avec plaisir visiblement en fonction de l'évolution des techniques. Écoutez, tout à fait. Enfin, je veux dire, le biais de tout ça se fait par la formation interne, externe et par des formations qualifiantes. On consacre 5% de notre chiffre d'affaires à la formation chez nous. Dites-moi juste une question. Évidemment, la pyramide des âges a tendance à 48 ans. À augmenter. Ça veut dire qu'il faut du renouvellement. Restez avec nous, madame, tiens. Nicole Bonin, belle illustration du renouvellement. Du renouvellement, tout à fait, oui, puisque je reste à BVS. Oui, alors pourquoi c'est surprenant que vous restiez à BVS? Oui, normalement, je devrais partir en janvier 2017, puisque j'aurai 62 ans. Ah bon, ça, on ne l'imaginait pas déjà, a priori. Mais je vous remercie. Bon, alors on y est si bien, alors. Écoutez, je suis rentrée en 1978, j'ai gravi les échelons, je me sens bien ici, je suis bien accueillie, on ne me met pas dehors, donc je continue. Bon, il n'empêche, merci beaucoup en tout cas, il n'empêche qu'il y a justement des recrutements qui sont en cours. Oui, tout à fait, pour remplacer les départs à venir. On a déjà recruté 3 personnes, intégrées donc définitivement, et puis il y en a 2 autres qui sont là sur des périodes d'essai, qu'on devrait intégrer sous peu. Voilà, donc on renouvelle la population chez nous. On va parler d'avenir maintenant avec Jean-Paul Mazoyer un peu plus loin. En démarrant la visite des coulisses de BVS, je me doutais que j'allais découvrir des choses étonnantes. Regardez cet endroit, une salle ronde
qui est faite juste pour exposer la photo des employés, faite à l'occasion des 90 ans. C'est M. Thomas qui nous le présentait tout à l'heure. M. Mazoyer, vous avez un endroit fabuleux. Merci de nous avoir accueillis. Avant de se quitter, quand même un petit mot pour que l'entreprise en soit là où elle est, c'est que vous investissez régulièrement. Si elle est là où elle est depuis 90 ans, c'est qu'elle a su être à la fois innovante et performante. Et pour cela, on se doit d'investir régulièrement. Et on a un plan d'investissement qui est de l'ordre de 8% chaque année en matériel et en moyens humains. Alors, votre objectif aujourd'hui, c'est l'usine du futur, l'usine numérique? Absolument. Être innovant et performant aujourd'hui, c'est être dans l'usine numérique. Qu'est-ce que ça veut dire une usine numérique ou usine du futur? C'est une usine qui est agile. Agile parce que nos clients ont des demandes de plus en plus pressantes, rapides. Une usine connectée qui nous permet de bien contrôler nos moyens de production et de les rendre plus performants. Et ensuite, une usine qui est aussi centrée autour de l'humain. C'est clair. Alors là, on l'a vu dans cette visite, ça a l'air d'être une valeur essentielle pour vous. Ça a toujours été une valeur essentielle chez BVS et je vous remercie de l'avoir noté au cours de cette visite. Aujourd'hui, on introduit des robots collaboratifs pour justement soulager la tâche des opérateurs, éviter les TMS et puis les faire monter en compétences. On travaille dans le respect de l'écosystème. On est dans une démarche RSE qu'on a initiée avec le Club Sabolien et plusieurs entreprises. Et ensuite, on est aussi à l'écoute des opérateurs qui nous remontent de la base des idées d'amélioration. Et vous êtes ouvert à l'accueil de nouveaux employés? On en cherche puisqu'on espère attirer des nouveaux talents parce qu'il faut évidemment remplacer et développer l'entreprise. Précipitez-vous. Enfin, c'est tout ce que j'ai à vous dire si vous êtes jeune et que vous avez envie de vous lancer dans une carrière sympathique. Merci Jean-Paul Mazoyer encore une fois de nous avoir accueillis. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine dans une nouvelle visite, nouvelle découverte d'une entreprise en Sarthe.